En première partie, donc, des critiques qu'on peut faire du système actuel sur la notation sur 20 des devoirs, il y a ce que j'appelle le caractère figé de la note. Donc pour commencer, voici une illustration publiée dans le livre de Gérard de Vecchi, Évaluer sans dévaluer, un livre remarquable que je conseille. Un croquis réalisé par un élève après un devoir. Un des premiers problèmes de la façon dont actuellement sont évalués les élèves, à savoir ces notations sur 20 sur chaque devoir, est le décalage entre l'apprentissage dynamique des élèves et l'aspect très statique de la note. On est tous d'accord pour dire que l'apprentissage est dynamique, c'est-à-dire que les élèves apprennent chacun leur rythme, qui n'est pas le même au quotidien, qui peut dépendre de tout un tas de rythmes biologiques en fonction de problèmes familiaux divers et variés, de capacités de travail à différents moments. On a tous notre propre rythme, et ce rythme d'apprentissage, il n'est absolument pas en adéquation avec la notation qui, elle, est statique. Les dates d'évaluation sont posées par l'enseignant, indépendamment du rythme de chaque élève. Et ça impose à l'élève l'absence de droit à l'erreur. L'élève n'a pas le droit de se tromper, il doit connaître tel chapitre, telle compétence, telle connaissance, le jour décidé par l'enseignant, sinon il est sanctionné par une mauvaise note. Et cette absence de droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'il faut connaître, respecter un calendrier qui n'est pas forcément celui que je suis capable, moi, de suivre, amène un aspect forcément anxiogène. Un aspect anxiogène qui fait que j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'avoir une mauvaise note, j'ai peur de rater la prochaine évaluation. Et tout enseignant voit bien, ou tous ceux qui ont été élèves se rappellent bien, ces angoisses par rapport dont on sait que la note elle peut être sans fonction et lourde de conséquences. Ça amène nécessairement pour les élèves en difficulté un aspect démobilisateur, parce que quand on commence à perdre les pédales par rapport à ce rythme-là, eh bien, il est extrêmement difficile de se remobiliser pour la prochaine évaluation, car de toute façon, dans un trimestre, quand on a déjà pris une ou deux mauvaises notes, le trimestre est complètement cuit au niveau de la moyenne, et que du coup, il n'y a plus de possibilité de rattraper. D'un autre côté, ça renforce ce qu'on appelle l'effet tiroir, à savoir que les compétences sont classées, qu'on le veuille ou non, par les élèves dans des tiroirs qui sont indépendants les uns des autres, quelles que soient les matières. L'élève ne conçoit pas l'ensemble du programme comme quelque chose de dynamique, dialectique, interactif, mais plutôt comme une somme de devoirs. Et, quelque part, je me suis planté à un devoir sur tel chapitre, peu importe, le chapitre est terminé, je ferme le tiroir, un nouveau tiroir s'ouvre après, et j'essaye d'avoir une meilleure note dans mon prochain tiroir, dans ma prochaine évaluation, et je laisse le précédent tiroir, sur lequel je n'ai rien compris, et bien je le referme, et que personne ne le rouvre. Et le dernier point, c'est spécialement pour les enseignants, que chacun se rappelle un petit peu l'angoisse, le stress qu'on peut avoir par rapport à une inspection, le stress de se retrouver évalué, le stress de se voir que ce qu'on avait prévu ne se déroule pas de la façon le jour J, que devant l'inspecteur il y a toujours des problèmes qu'on n'avait pas eu avant, qu'on n'est pas exactement le même que la veille quand on préparait notre topo tranquillement. Eh bien, toutes ces angoisses, tous ces dysfonctionnements, tous ces problèmes qu'on rencontre au jour d'une inspection, les élèves les rencontrent, eux, au quotidien, dans leurs évaluations. Un des points majeurs de l'évaluation par compétences, c'est l'idée qu'il faut donner, en fait, le droit à l'erreur aux élèves. Parce qu'en fait, apprendre, c'est nécessairement se tromper, faire des erreurs. C'est analyser ses erreurs, recommencer, et tout ça pour avancer. Et d'un autre côté, apprendre, c'est avancer à son rythme à soi, qui n'est pas du tout forcément le même que celui que le professeur va nous imposer avec son calendrier, avec la pression qu'il a du programme à respecter, avec les échéances qu'il va imposer, avec ses dates de devoir. Et il faut du coup permettre à un élève de revenir sur une notion, soit qu'il n'a pas comprise en première étape et qui demande une nouvelle évaluation, car s'il a compris qu'15 jours après l'évaluation, eh bien autant qu'il puisse nous le prouver. Ou alors de revenir sur une notion parce qu'à un moment donné, il a pris du retard, il a peut-être privilégié d'autres matières, d'autres aspects de sa vie, ce qui a pu arriver à chacun d'entre nous,
Et du coup, eh bien, il a raté certaines évaluations, mais 15 jours, 3 semaines après, il a réussi à rattraper ce retard. Et donc, il doit pouvoir revenir sur cette notion. Et tout ça indépendamment de notre progression. Le deuxième point qui pose problème avec la notation sur 20 est le caractère très réducteur de la note. Son caractère écrasant du résultat, pour tout l'environnement social, amène en fait l'élève à se focaliser non pas sur l'évaluation en elle-même, les connaissances qui étaient abordées, la nature de l'évaluation, etc., mais uniquement sur le résultat. Car que ce soit sa famille, le soir quand il va rentrer chez lui, que ses amis dans la cour de récréation, ou même dès que le devoir est rendu par des petits signes avec tous les camarades de la classe, combien t'as eu, combien t'as eu, combien t'as eu. Et en fait, le résultat écrase l'ensemble de tout, quelle que soit l'évaluation, quelle que soit la matière, quel que soit le type de connaissances, etc., qui ont été mises en œuvre. La seule chose qui compte finalement, c'est le résultat. Ce qui pose un problème quand même, car le résultat en lui-même n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est l'analyse et les conséquences qu'on peut en tirer. Et du coup, comme il n'y a pas de lien avec le contenu, un élève en difficulté, qui va prendre un 4 sur 20 dans une évaluation quelconque, ne va pas retenir qu'il ne sait pas faire telle ou telle chose, qu'il n'a pas maîtrisé telle ou telle, va retenir le 4 sur 20, qui va être stigmatisant pour tout son environnement, mais sans aucun lien, lui, sans aucune piste, pour essayer de remonter, de dire peut-être qu'il faut que je revoie ma façon de travailler, que je revoie tel chapitre ou telle compétence. Le 4 est marqué, et pour tout son environnement, c'est déjà une défaite importante, et du coup, c'est plutôt une sanction, un coup que l'élève prend, qu'une piste pour essayer de relever la tête et de comprendre ses difficultés. Et un autre aspect qui est moins ciblé, moins connu, mais que je rencontre régulièrement, qui sont pour les bons élèves. Quand on rend un 18 sur 20 à un bon élève, on peut être extrêmement content, l'élève peut être satisfait vis-à-vis de son environnement social. L'élève qui a 16 sur 20 peut être content. Les 4 points qui manquent, à quoi ça correspond 20% de la copie, n'est pas négligeable. Qu'est-ce que je ne sais pas? Est-ce que c'était 20% qui était essentiel ou non? Ce sont des choses qui disparaissent complètement, écrasées par le bon résultat, pour le coup, qui est triomphal. Le troisième point est le caractère globalisant de la note. Alors pour être concret, on va prendre un exemple avec l'analyse des résultats de 3 élèves différents, donc d'une même classe. Donc on a Albert, Barnabé et Cunégonde, 3 élèves, qui ont une évaluation construite donc sur 20 points, qui se distribue avec 6 points de cours, de connaissances directes de cours, 8 points d'application directe du cours, et enfin 6 points recherche liés au cours, mais un peu plus complexes. Non direct, non application directe. On a donc Albert, qui est un élève qui ne connaît pas son cours, incapable de le restituer, mais assez fort dans l'application, et extrêmement efficace et fin dans les choses un peu plus complexes. Donc l'élève pas scolaire, mais ayant une finesse, on va dire, pour faire court. Barnabé, l'élève extrêmement scolaire, qui connaît bien son cours, qui arrive bien à appliquer directement le cours, mais qui est incapable d'aller plus loin que les choses directes déjà vues. Il a 0 sur 6 dans la 3e partie. Et enfin Cunégonde, on va dire une élève un peu plus intermédiaire, qui connaît relativement bien son cours, maîtrise assez bien les applications, et s'en sort raisonnablement bien dans les analyses plus complexes. Donc 3 profils d'élèves caricaturaux certes et différents, qui aboutissent tous les 3 à la même note de 14 sur 20. On peut donc se demander véritablement ce que mesure une note sur 20. Une note sur 20 sur une copie est en quelque sorte une somme de différents petits résultats qu'on met bout à bout et qui arrive à un résultat global qui donne globalement un avis sur la copie, mais qui ne permet absolument pas d'avoir un jugement plus fin. Et il est extrêmement difficile de savoir ce que mesure ce 14 sur 20, puisque c'est une somme de micro-résultats mis bout à bout sans forcément de lien entre eux. Du coup, il est extrêmement difficile d'interpréter ce résultat. Que signifie un 14 sur 20 ou un 8 sur 20? Personne n'est vraiment capable de le dire. Et il est même complètement impossible de comparer différentes notes. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 14 que 12? Ce n'est pas du tout évident, ça dépend de ce qu'on a réussi ou pas.
Il y a peut-être des 12 qui peuvent être bien meilleurs que des 14 en fonction des savoir-faire qu'on a réussi ou pas et des erreurs peut-être mineures qu'on aurait réalisées sur une copie, qui peuvent faire perdre beaucoup de points sur un devoir, mais qui sont peut-être moins importants en termes d'apprentissage. Et donc, il est complètement impossible de comparer différents résultats, sans même parler de comparaison de différentes notes successives d'un même élève. Le caractère globalisant de la note amène des fois l'enseignant dans des situations complètement impossibles à résoudre convenablement. J'ai en mémoire ce devoir donné par une collègue d'histoire géo en collège, où à propos d'un fond de carte de la France, elle demandait de mémoire d'indiquer en rouge, en majuscule, le nom d'un certain nombre de villes, en bleu, avec un certain codage de flèches, etc., et en minuscule des fleuves, et peut-être même une troisième question sur le nom de certaines régions, avec un troisième codage, une troisième couleur, etc. Un de ma classe, donc, dans lequel j'étais responsable, a répondu à 19 bonnes réponses sur 20, mais seulement 7 respectaient la codification demandée et la nomenclature demandée par l'enseignante. Première notation de l'enseignante, 7 sur 20, puisqu'elle ne comptait juste que les bonnes réponses avec la bonne légende. La maman indignée demande rendez-vous, fait un petit peu un scandale, arguant que son fils connaissait 19 bonnes réponses sur 20 et méritait, lui, un 19. Et la collègue se retrouvant devant ce dilemme, dois-je noter la compétence je connais ma géographie de France, le nom des villes, etc. Ou dois-je évaluer ma capacité à respecter des consignes et à bien légender une carte? Si je mélange les deux, je peux tomber sur un 12, 11 sur 20 qui n'a pas beaucoup de signification. Si je ne compte que l'un, je compte 7 sur 20. Si je compte que les connaissances, j'arrive à 19 sur 20. Et la collègue étant devant ce dilemme incroyable, elle a finalement, elle, cédé à la maman et en mettant 19. Donc l'élève est passé de 7 sur 20, première note, à 19 après la remarque de la maman. Le problème ici étant pas de déterminer quelle était la note la plus juste entre 7 ou 19, le problème étant bien évidemment que cette notation sur 20, à un moment donné, n'a plus aucun sens, puisque ici on mesure deux choses différentes, et selon la pondération qu'on met sur les deux choses qu'on veut mesurer, on arrive à un résultat ou à un autre. Et donc c'est cet aspect globalisant de la note qui veut résumer deux compétences distinctes. Et là on a un élève qui en maîtrise une parfaite note, pas du tout, et il n'y a aucune possibilité d'avoir un résultat global qui soit satisfaisant. Un dernier problème lié à l'aspect globalisant des notes est que la note masque complètement ce sur quoi elle repose. Donc imaginons des résultats à 3 devoirs de maths par nos 3 amis Albert, Barnabé et Cunégonde. Albert est un élève moyen, très moyen, et au premier devoir de calcul il a 11 sur 20, au deuxième devoir qui mélange fin du premier chapitre, donc encore un peu de calcul, début du deuxième chapitre sur la géométrie, il a toujours 11 au troisième chapitre de géométrie 11. Barnabé, par contre, a horreur du calcul. Il a une très grande difficulté calculatoire, par contre, une aisance importante en géométrie et des facilités. Donc, au premier devoir, uniquement de calcul, il prend 3. Au deuxième devoir, qui mélange les deux domaines, il a une note moyenne de 11. Et au troisième devoir, qui n'est que de la géométrie, il excelle avec un 16 sur 20. Et enfin, Cunégonde est entièrement opposée à notre ami Barnabé. Elle est excellente en calcul, par contre, elle a de très grandes difficultés en géométrie. Donc elle a un excellent résultat au premier devoir, 16, un note intermédiaire, devoir un peu commun, calcul géométrie 11, et enfin un 3 sur 20 en clé. Et lorsqu'on lit l'évolution de ces trois notes, on a l'impression que Barnabé progresse, 3, 11, 16, et que Cunégonde baisse, une baisse incroyable en cours de trimestre. On pourrait interpréter ces trois résultats d'un tas de façons. Sur Barnabé travaille de plus en plus, il y a un revenu, etc. Cunégonde s'effondre. Alors qu'on voit qu'il repose sur des compétences complètement différentes et que ergoter sur l'évolution de ces trois notes-là n'a absolument aucune signification. D'autant que un collègue qui aurait commencé par la géométrie en premier devoir et terminé par le calcul en troisième devoir aurait vu les évolutions de Barnabé et Cunégonde complètement opposées. Un autre point est l'aspect complètement écrasant de la moyenne qui est calculée. Si on prend l'exemple de deux évaluations successives dans une matière, imaginons sur le même chapitre, donc un premier devoir où Raoul et Simone, deux élèves, ont respectivement 2 pour Raoul et 11 pour Simone. Donc Raoul n'a pas appris, n'a pas compris, peu importe les raisons. Donc
avec un 2 sur 20 montre qu'il est en très grande difficulté, et Simone avec 11 sur 20, bon, une note moyenne. Deuxième devoir, quelques jours après, le même chapitre. Raoul a travaillé entre-temps, a compris, peu importe les raisons, il se retrouve avec un 18 sur 20. Et Simone avec 11 sur 20. Et admettons qu'on fasse la moyenne, que de notes représente le trimestre, la moyenne trimestrielle. La question est de savoir quel est le meilleur finalement de ces deux élèves, quel est celui qui doit avoir la meilleure moyenne. Eh bien, Raoul a 10 de moyenne et Simone 11. La moyenne, telle qu'elle est calculée comme ça, écrase complètement toute évolution, et Raoul paye très lourdement son premier échec de 2 sur 20, et son 18 sur 20 qu'il a après, qui montre plutôt une forme d'excellence dans la matière et dans le domaine en particulier, est complètement pénalisé, atténué par son premier échec. Et du coup, un échec, on le paye finalement extrêmement longtemps, et la moyenne de 10 sur 20 ne retient pas que Raoul a non seulement progressé, mais a montré une certaine maîtrise de la connaissance en question, mais fait une moyenne un peu qui globalise la somme de toutes les compétences, et donc l'erreur, les incompétences qu'on a montrées à un moment donné, on les paye sur l'ensemble du trimestre. Et pour le coup, Simone, qui est une élève moyenne, qui n'a jamais très bien réussi, aura au final une moyenne bien meilleure que celle de Raoul, alors qu'elle n'a montré aucune excellence. Un autre point est sur l'illisibilité des moyennes et sur les caractères subjectifs, tout à fait indépendants des élèves et de leurs compétences, qui peuvent affecter considérablement la moyenne. Un des premiers points, c'est la pondération que des enseignants attribuent à des devoirs. Donc imaginons-nous dans une situation où on a 3 élèves, Albert, Barnabé, Cunégonde, qui ont eu 3 évaluations dans un trimestre. Un devoir surveillé d'une heure, une interro de cours, peut-être 20 minutes, une demi-heure, voilà. Et un brevet blanc, mais donc ils sont en 3e, donc de 2 heures un peu plus lourd. Et donc les 3 élèves ont eu 3 résultats que je vous laisse découvrir. Toujours 11 pour Albert, Barnabé 12, 3, 14, donc un carton pour l'interrogation, peut-être pas appris son cours, forme d'interro surprise par exemple, peu importe. Et Cunégonde, qui réussit bien, sauf au brevet blanc, un devoir un peu plus important, où elle prend 6 sur 20. Imaginons que ces 3 élèves soient corrigés successivement par 3 enseignants différents. Situation évidemment fictive, mais imaginons, monsieur A, qui sera leur premier professeur, donc qui avec ces 3 résultats, lui va évaluer en ne hiérarchisant pas les devoirs. Pour lui, tous les devoirs ont la même coefficient. Il ne s'agit pas ici de porter un jugement sur qui a raison, qui n'a pas raison, mais juste pour montrer l'incidence du jugement ou de la façon dont un enseignant peut pondérer ou non des devoirs. Donc monsieur A met la même pondération pour tous ses devoirs. Monsieur B, lui, hiérarchise fortement les devoirs et donc il sous-évalue l'interrogation. Et Madame C, elle, ne met qu'une forte pondération que sur le brevet blanc. Les 2 autres devoirs, elle les considère comme équivalents. Et si on compare donc les moyennes de nos 3 élèves avec les 3 enseignants, Monsieur A, Monsieur B, Madame C, eh bien on s'aperçoit que Albert a toujours 11 de moyenne, mais c'est lui qui aurait eu la meilleure moyenne avec Madame C. Barnabé, par contre, selon les 3 enseignants, s'en tire le mieux avec la notation de Monsieur B, où il aurait eu 11,5 de moyenne, alors que Cunégonde, c'est avec Monsieur A qu'elle s'en sort le mieux, avec 11,3. Donc il ne s'agit pas de dire, encore une fois, que Monsieur A, Monsieur B ou Madame C a une meilleure façon de pondérer ou pas ses devoirs. Cette discussion-là est un peu ésotérique. Le seul constat qui est intéressant dans cet exemple, c'est que selon la pondération qu'on va attribuer à différents devoirs, on voit donc que la pondération des devoirs est un caractère subjectif qui impacte la moyenne des élèves. Donc il est bien difficile après de discuter de l'évolution des moyennes de ces élèves et de faire des commentaires sur tel élève qui a 11, 12, 13, est-il meilleur que celui qui a 9, 10 ? Mais il y a d'autres caractères subjectifs qui affectent la moyenne. Le nombre de devoirs sur un thème dans un trimestre, par exemple, est un caractère fortement impactant de la moyenne. Imaginons par exemple en mathématiques un collègue qui
fasse 3 devoirs sur le théorème de Thalès, admettons, dans le trimestre, avec peut-être 1 ou 2 autres devoirs de calcul, peu importe. Bon. Ce chapitre-là, ayant été évalué 3 fois, sera fortement impacté, impactera forcément la moyenne du premier trimestre, bien plus que les autres chapitres qui auront été évalués qu'une seule fois. Donc l'élève qui sera en difficulté sur ce théorème-là sera donc fortement pénalisé, alors que celui qui sera plutôt qui excellera sur ce chapitre-là sera lui au contraire favorisé. Et ces critères sont complètement subjectifs, dépendent de l'enseignant. On peut imaginer en français par exemple, avec les dictées, d'un collègue qui fasse plus de dictées au premier trimestre qu'au second trimestre. Un élève très faible en dictée, eh bien, sera favorisé au second trimestre s'il y a moins de dictées. Inversement, voilà, si le nombre de dictées augmente, eh bien, sa moyenne risque de diminuer, cela indépendamment de ses compétences. Il y a enfin un caractère scientifique de la moyenne qui est dangereux. Dangereux parce qu'elle est établie par un ordinateur et beaucoup de collègues jettent un peu les résultats qu'ils ont divers et variés dans un ordinateur, mettent des coefficients comme ça, on fait un clic de souris et l'ordinateur établit une moyenne, donc forcément scientifique, c'est un calcul, on n'y contrôle rien. Et du coup, tous ces caractères subjectifs n'apparaissent plus et on n'en est plus forcément vraiment maître. Et comme ça la repose sur un calcul mathématique, sur des formules, cela donne un caractère un peu sacré, scientifique, indiscutable, qui serait un étalon qui mesurerait précisément des compétences, mais dont au final on peut vraiment se demander ce qu'elle mesure. Au final, bien que précise et rigoureuse, d'un point de vue mathématique, une moyenne des résultats d'un certain élève est affectée de paramètres extrêmement subjectifs qui la modifient sensiblement. Et donc c'est un résultat qui prête nécessairement à discussion. Et une moyenne ne mesure donc pas un bilan particulier de compétences, mais c'est une grandeur qu'il est bien difficile de définir, calculée à partir des résultats globaux d'élèves. Et il serait vraiment bien aventureux d'aller beaucoup plus loin sur l'interprétation qu'on peut donner à des moyennes. Et du coup, toute interprétation, toute comparaison du style celui qui a 12 est meilleur que celui qui a 11 est évidemment complètement sans fondement, puisque le résultat obtenu mesure quelque chose, c'est sûr. Mais que mesure-t-il? Certainement pas les compétences, n'est certainement pas un bilan de compétences. Et je n'aborde même pas ici l'histoire de moyenne, donc de moyenne globale, qu'on peut voir apparaître sur les bulletins, où là, on rentre dans un petit délire total sur leur signification, et ceux qui interprètent ces résultats-là se lancent dans des aventures qui n'ont plus aucun fondement. Le dernier point, et la dernière critique sur la notation actuelle sur 20, concerne ce qu'on appelle la note sanction. À savoir qu'on mélange avec la notation sur 20 l'évaluation de compétences d'un élève sur des compétences demandées avec la sanction, vu que la note en elle-même correspond à un objectif extrêmement important pour l'environnement social, pour la suite de l'élève, pour son orientation. C'est-à-dire que par exemple un devoir non rendu est classiquement sanctionné par un 0. Donc on se demande ce que ce 0 signifie. Signifie-t-il que l'élève ne comprend rien et est incapable de rien faire, ce qui veut dire ça, 0 sur 20. Et là, on confond une sanction éventuelle pour une incompétence, je n'arrive pas à rendre un devoir en temps et heure, avec je ne sais rien faire. Un élève qui copie sur un autre dans une évaluation, classiquement, il se ramasse, outre une punition, sans doute un 0, voire les deux prennent un 0. Et on peut se demander aussi, est-ce qu'en mettant un 0 sur un élève qui a copié, c'est une sanction certes, l'élève le prend sévèrement, mais on peut se demander ce qu'on mesure, une fois qu'on a mis 0 à cet élève, que va devenir sa moyenne? Est-ce que le 0 correspond, pas parce qu'un élève copie qu'il ne connaît rien? Il s'agit évidemment de prendre des mesures et d'avoir un comportement, une attitude adaptée par rapport à une attitude qui n'est pas normale, et on ne doit pas être dans un devoir. Est-ce que le 0, qui est censé être un thermomètre de compétences et de capacité d'un élève, est la réponse adaptée? J'ai un avis sur la question. On peut même légitimement se demander si la nature de la notation actuelle ne favorise pas précisément d'aller copier sur le voisin, dans la mesure où si j'ai une mauvaise note, je vais être lourdement sanctionné et je n'aurai pas moyen de me rattraper. En situation de difficulté en évaluation, eh bien il est très tentant d'aller voir sur la copie du voisin ou de préparer une feuille de pompe pour arriver à sauver les meubles. Il ne s'agit pas de justifier le comportement, mais la nature des évaluations avec les sanctions qui arrivent avec les mauvais résultats amène
assez légitimement des élèves à se comporter de la sorte. Une autre conception de l'évaluation qui permet de relativiser beaucoup, et non plus la note coup près, mais qui permet de revenir sur des choses que l'on ne maîtrise pas et qui ne fait pas d'une note un élément déterminant pour une moyenne, permettrait sans doute de diminuer fortement ce type d'attitude. Idem pour les interros surprises, prendre un élève le lundi matin et lui rendre un 2 sur 20 parce qu'il n'a pas appris du week-end avec la satisfaction du prof, tel le gendarme qui flash l'automobiliste à 52 à l'heure. On peut être satisfait en disant que l'élève ne travaille pas régulièrement. Est-ce nécessairement un objectif? Et si l'élève connaissait vraiment son cours le mardi, car on peut imaginer des situations qui font qu'il n'ait pas travaillé ce week-end-là, mais qu'il connaît parfaitement le mardi. Oui, mais le mardi, il n'y a plus d'interro surprise, elle avait lieu le lundi. Donc on se contre-moque des compétences de l'élève. Il y a eu simplement ce flash, ce radar, mis à un moment donné en situation de difficulté pour l'élève et qui pénalise l'ensemble du trimestre. Et là, on est vraiment dans la note sanction. D'un autre côté, des collègues, inversement, font des devoirs à la maison surnotés pour remonter des moyennes, ce qui veut bien dire que les moyennes ne veulent plus dire grand-chose. On jette des points, on fait des devoirs pour rattraper, des bonus, etc. Ou des collègues patouillent, bidouillent, tout un tas de stratagèmes pour distribuer des points, et on peut se demander à la fin quel est le sens d'une moyenne obtenue avec tous ces résultats. Pour terminer sur cette idée de note sanction, il y a évidemment ces situations de collègues qui, pour avoir du silence dans une classe, menacent et réalisent des fois donc des interrogations. Si vous n'êtes pas sage, eh bien je vous mets une interrogation pour vous punir. Là, clairement, le devoir, l'évaluation, la note sont des sanctions. On est là pour s'évaluer, savoir soi-même et l'ensemble, ce que je maîtrise, ce que je ne maîtrise pas, pour voir dans mon processus d'apprentissage où j'en suis. Mais clairement, la note, l'interrogation, est un bâton entre les mains de l'enseignant pour faire rétablir l'ordre. Un dernier aspect sur la note sanction est l'effet sur la correction d'un devoir. Car on peut imaginer la démobilisation morale qu'un élève subit après une mauvaise note. Que ceux qui ont déjà eu des 3 ou des 4 sur 20 se rappellent de ces grands moments de solitude. Comment je vais l'annoncer à mes parents, que vont dire mes copains, ce sentiment d'incapacité, de dire qu'on n'y arrive pas. Cette démoralisation importante, et lorsqu'une correction a lieu à chaud directement une fois qu'on a pris le 4 sur 20, on peut imaginer le peu d'énergie, le peu d'envie de comprendre que l'élève va avoir. Et d'autant plus que quel est l'intérêt de comprendre après coup? C'est qu'une fois qu'on m'a fait mal, une fois qu'on m'a montré que je ne comprenais rien, m'expliquer après coup, l'intérêt est exactement nul pour l'élève, puisque on ne sera pas noté après. Et si d'aventure on était encore noté après, eh bien le premier carton, lui, il resterait.